et messieurs, bonjour, bonsoir. Tout dépendra de l'heure à laquelle vous serez devant vos écrans. Bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Salut les gars, c'est Tommy. Je suis Tommy Nzim, blogueur, youtubeur, podcasteur, grande gueule, ça dépend de vous. Et je suis très heureux de vous recevoir ce soir. Alors, laissez-moi reprendre mon souffle. Je reçois quelqu'un aujourd'hui, un pionnier, une légende du hip-hop. Quelqu'un de très grand. Non pas seulement par sa taille, mais par ce qu'il a apporté dans le rap. En 2022, j'étais à Douala, au Douala Festival Musique. J'accompagnais un artiste et il était sur scène. J'ai revécu les paroles. M'as-tu vu sur scène représenter les miens, le fier africain. Artiste multi-récompensé, Balafon, Kora, homme de foi aujourd'hui, entrepreneur culturel. Je ne vais pas faire durer le suspense. Je m'excuse déjà auprès de lui, j'aurais dû mettre des tatouages pour être un vrai Simba, un carnivore. Mesdames et messieurs, je vous présente Franck Baponga. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Comment vas-tu, grand frère? Dieu fait grâce. Ah, Ça amen. va. On dit quoi alors? On essaye de ne pas trop subir ce qui se passe en ce moment, entre les coupures, entre les taxes. Non, pas forcément, je ne suis pas trop contre les taxes, moi, mais c'est surtout les coupures comment on va dire, ce qui se passe sur les réseaux, il y a un peu trop de... Il y a un peu trop de laisser aller, un peu trop de bad buzz. Ouais. Ouais, c'est saoulant, en fait. Les gens appellent ça la distraction. Ouais, mais on peut se distraire dans le sport, dans des trucs et construire, je veux dire. Bon, mais c'est un peu une éducation qu'on a laissé passer depuis, je pense, 10-15 ans. Je trouve qu'il n'y a pas assez de suivi. Non, je pense que... C'est pas moi qui pense, mais tout le monde constate que les parents ont totalement démissionné, quoi. C'est à côté, tout le monde est à côté. Je veux dire, nous, on vient d'une génération où... Moi, tu sais, quand j'ai commencé à danser et à faire mes battles, je me suis souvent retrouvé à des endroits où j'avais pas l'âge d'être là. D'accord. Mais j'étais là pour faire mes battles de danse. Et à chaque fois qu'il y avait une descente d'un camion de police, c'est pas la police qui me faisait peur. C'est ma mère. Si on t'attrape... Non, en fait, c'est ma mère. Tu vois, c'était ma mère. Ça veut dire que ce que les policiers vont me faire, c'est rien. C'est rien. À côté de ce que ma mère peut me faire. La Bastille qui t'attendait en Non, case. c'est pas pareil. Les policiers peuvent me shooter avec les rangers, mais c'est rien. Ma mère va me tuer. Tu vois, donc, il y avait ce truc-là qui nous gardait en vie, qui nous gardait loin des mauvaises choses. La crainte de la chicotte. La crainte d'une autorité qui pèse sur toi. On ne parle pas du boss. Ouais. Le boss, lui, il te coupe la tête direct. Tu vois ce que je veux dire? Oui, donc tu avais ce truc-là qui pesait sur toi, cette épée de Damoclès-là, qui faisait qu'à chaque fois qu'on te proposait un truc bizarre, tu dis non, moi, je vais pas. Voilà, parce que tu sais que l'envers de ça, c'est pas... Si ça tourne mal... Tu meurs le soir, mon frère. Moi, les Paris avaient des mots directs, je te tue. Moi-même, je prends le couteau, je t'enfonce ça, tu vois. Donc, aujourd'hui, j'ai l'impression que chacun... J'ai coutume de dire que le week-end, tu as les papas qui vont en vadrouille avec... ils font ce qu'ils veulent. Ouais. Et puis, tu as les mamans qui sont avec leurs copines, avec leurs frangines. Et puis, tu as les enfants qui sont seuls. Qui gèrent les enfants. Voilà, personne. Chacun de son côté, chacun fait son petit truc. Et puis, les parents ont arrêté de vivre pour les enfants. Les parents veulent vivre une éternelle jeunesse. Et puis, voilà, donc, chacun fait comme bon lui semble, quoi. Comme bon le semble, je crois. Et toi, en tant que père aujourd'hui, qu'est-ce que tu inculques aux enfants? Et quel message tu aimerais envoyer aux petits frères ou aux jeunes parents? Déjà, le problème, ce n'est pas d'envoyer un message aux petits frères ou aux jeunes parents. On devrait avoir une meilleure préparation à la vie d'adulte. D'accord. Dans le sens où, quand on devient adulte, on devrait
faire des enfants par choix. Je pense qu'il y a trop d'enfants qui naissent... Grossesse précoce, les accidentels en quelque sorte. Voilà, pas vraiment par choix. Et donc, il y a des enfants qui naissent et qui vont écoper d'une absence dès le plus jeune âge. Ouais. Ils n'auront pas la famille au complet, ils n'auront pas le cocon familial nécessaire pour apporter l'amour, l'autorité. Et voilà, donc ça va faire des enfants déjà déséquilibrés. Et ce qu'on a coutume de voir, c'est des gens qui font des enfants, voilà, comme tu dis, accidentellement, même si le mot n'est pas juste. Hein. Lorsqu'on va ensemble, c'est juste de prendre plus de précautions. C'est juste de prendre c'est juste que les gens sont insouciants et ne se rendent pas compte qu'ils sont peut-être en train de détruire une vie future. L'enfant ne demande pas à venir au monde. Voilà, donc c'est plus de responsabilité chez les gens qui vont dans des rapports sexuels. Et c'est plus de responsabilité quand on accepte d'avoir des gosses, de s'en occuper et de comprendre qu'à partir du moment où on a un gosse, on doit vivre pour lui et s'assurer qu'il ait un avenir meilleur que celui que nous avons eu. Voilà, sinon, ça ne sert à rien. Honte à toi si tu ne fais pas mieux que ton père. Clairement. Mais grand, là, c'était une réponse générique. Qu'est-ce que toi, tu inculques à tes enfants, par exemple? C'est clair que tu n'as pas une arme que, bon, petit, si tu chies là et tout... Chez moi, c'est militarisé. C'est l'armée. Ouais, c'est militarisé. Moi, je suis pas comme les gens pourraient le penser, style, je suis fêtard, je suis casanier. Je suis plus casanier que fêtard. D'accord. J'aime bien rester à la maison. Et moi, si mon enfant va chez le boutiquier, il a 4 minutes. Le boutiquier est proche. Proche, pas proche, il a 4 minutes. Après les 4 minutes, je me lève. Tu vas le chercher. Je vais le chercher. Pas parce que je n'ai pas confiance en lui. Ouais. Je n'ai pas confiance à tout ce qui est autour de lui. Je vois. Voilà. Donc, je veux pas qu'on l'aborde, je veux pas qu'on le machin, je veux pas apprendre que mon enfant a été kidnappé. Papa protecteur, gaga, quoi. Je suis pas protecteur. C'est la société qui est comme ça. D'accord. Ça veut dire que si je sors avec mes enfants, je dois toujours les avoir en vue. D'accord. Je dois toujours les avoir dans mon champ visuel. Et s'il y a un qui disparaît de mon champ visuel, je me lève tout de suite et je le cherche. Et c'est comme ça partout, à l'école, voilà. Et moi, si l'école m'appelle pour me dire qu'il y a un problème, je débarque. Clairement. Je ne vais pas faire la sourde oreille. Si on me dit que mon enfant ne veut pas travailler en classe, je ne vais pas faire le papa qui va dire que mon enfant n'est pas comme ça. Non. Je réagis tout de suite. Ouais. En fait, tout de suite, je vais montrer à l'enfant que l'autorité, c'est le professeur. L'autorité, c'est son maître. S'il est au primaire, c'est son professeur. Je ne fais pas le parent qui va rassurer son enfant parce que je vois aujourd'hui, aujourd'hui, les professeurs n'ont plus la main mise n'ont plus d'autorité en fait sur les enfants. Ouais. Et ça crée beaucoup de décalage. Moi, chez moi, c'est réglé. C'est réglé comme ça et j'ai une épouse qui ne laisse rien passer aussi. Donc, voilà. Tu as trouvé la perle. Ouais. Ouais, il faut ça. Et nous, si on a échappé à plein de choses, c'est parce que justement on avait ça. Donc on ne change pas l'équipe qui gagne. On ne change pas la recette qui porte ses fruits. D'accord. Alors, tu as parlé de ton enfance. Tu as parlé de la danse. Et tu t'es lancé en quelque sorte dans tout ce qui est hip-hop à la fin des années 80. Je crois que tu parlais de côte ouest. Africaine. Ouais, côte ouest africaine. C'était quoi la côte ouest africaine? Parce que moi, je suis de 91, ouais. Donc j'ai pas connu ça. En gros, la côte ouest africaine, c'est Monsieur Arcade Mbanangoy qui est animateur à Africa numéro 1 et qui prend le soin d'organiser des soirées Black Friday sur lesquelles il fait rapper des jeunes. Le rap arrive à peine. On commence à rapper dans les rues de Libreville. Et lui, il a des soirées Black Friday au Cabaret des Artistes sur lesquelles on arrive pour... Bon, pas nous, les plus grands arrivaient pour chanter, passer des castings. Et quand vous avez réussi le casting, le samedi après-midi,
Il devait passer à Africa numéro 1, enregistré sur une face B. Une face B, c'est quoi? C'est qu'avant les vinyles, avant les cassettes, les vinyles, les singles arrivaient avec en face A la version audio, radio, edit. Et puis en face B, il y avait la version instrumentale et a cappella. Wow. Donc faire une face B, c'est rapper sur une version instrumentale. Donc on passait, les artistes qui réussissaient, le casting au Black Friday passaient à Africa numéro 1, rapper sur des versions qu'ils avaient choisies, sur des versions instrumentales qu'ils avaient choisies, et ça faisait des titres. Ouais. Ça faisait des titres, et donc l'ensemble de ces rappeurs-là, qui passaient sur un hit parade aussi, mais gabonais, ce hit parade-là, on l'appelait la côte ouest africaine. Donc il y avait un classement tous les samedis, du numéro 1 au numéro 20, c'était haletant, c'était de bonnes choses. Il y avait pas encore, on pensait pas à l'argent, on pensait pas à l'industrie, on pensait pas business, mais la passion, quoi. Il y avait, non, c'était même pas, je pense que c'est de la passion, mais je pense que c'était avant la passion. Je crois que c'est des choses qu'on n'avait pas calculées. Personne, l'idée d'Arcade était la bienvenue, mais c'était, nous on n'avait pas prévu ça. C'est comme quelqu'un qui avait posé quelque chose avant le temps. C'était c'était avant le temps. Donc du jour au lendemain, tu te retrouves à passer à la radio. Personne ne t'a dit ça la veille, quoi. 15 jours, tu passeras à la radio. On t'a pas dit ça la veille. Tu calculais pas ça il y a une semaine. Tu vois, parce que les rappeurs de la côte ouest, c'est un peu arrivé sur nous. Avant les rappeurs de la côte ouest, il y avait déjà beaucoup de rappeurs. Hein. À Libreville, il y avait déjà des grands qui rappaient quand nous n'étions qu'au primaire ou en 6e. Il y avait déjà des grands comme Jimmy Nichols qui rappait, même le grand Klaus Gervais. Moi, j'ai appris qu'il rappait déjà quand il était à l'ESCAP. Donc, c'est longtemps avant tout ça. Les anciens. Donc, il rappait déjà dans les couloirs. Avant, le rap, c'était vraiment un truc de couloir, de carrefour. C'était un truc de la rue, c'était une culture de la rue. Et le premier vinyle qu'on a reçu, justement, c'est V2A4. V2A4. Révolution. Et puis après, il y a eu les rappeurs de la côte ouest. Il y a eu Conscience Noire aussi, la première cassette. Il y a eu Conscience Noire. Et puis il y a eu la compilation de Monsieur Georges, Bantou Mix, avec Professeur T. Professeur T, Aïeux, et toute ta bande. Donc, tout ça, c'était pendant, je pense, un peu le même moment. C'était un peu le même moment. Et il y avait les rappeurs de la côte ouest. Les rappeurs de la côte ouest, ça, c'était comme je te dis, c'était un hit parade. C'était plus des gars qui passaient des castings, qui rappaient les vendredis sur des faces B. Donc, je crois qu'en fin de saison, on avait des clips. C'est pas des clips, c'était des visualiseurs. Même pas, c'est on met ton son, on te filme en one shot. Tu chantes, tu rappes et tout ça. J'ai eu la chance de voir ça parce qu'il avait aussi... Monsieur Arcade avait une émission Canal Évasion qui passait les dimanches à la télévision, Canal Évasion. Donc ça passait tous les dimanches à 19h à l'RTG chaîne 1. Et la première fois que tu te vois à la télé, c'est quelque chose, quoi. Lundi, tu arrives au lycée, tu es... La resta. Tu es en gaillard. Tu gonfles. Donc ça veut dire que la côte ouest n'a aucun rapport avec ton passé de danseur. Si. Parce qu'on a du mal à imaginer Baponga qui fait le smurf et tout. Si. Mais en fait, le problème, c'est que quand on parle du passé de Baponga, on ne s'imagine pas que Baponga a 11 ans. En fait, moi, je commence tôt, très tôt. Voilà pourquoi je te dis que j'étais dans des endroits où je ne devais pas être. Tu ne devais pas être, à cet âge-là. Moi, la première fois que je passe à la télé, j'ai 12 ans. Je suis un danseur. Et la première fois que je passe à la télé, les gars rappent déjà. Il y a déjà IZB, il y a déjà Njassi rap déjà. Ah, ça. Ouais, il y a déjà CIAP aussi. Moi, quand CIAP aussi commence, moi, je suis encore que danseur, en fait. Je crois que j'ai même failli danser pour eux. Ah ouais? Ouais, mais c'est pas... C'est juste c'était pas le bon... C'était pas j'étais pas là... Le mauvais timing. Voilà, mauvais timing, je crois. Voilà. Donc, mais quand le CIA passe à la télé, moi, je danse encore. Je rappe pas. C'est juste qu'on voit des gars qui magouillent à la télé. Leur première tape qui sera en cassette, Magouille, le premier titre qu'ils ont clippé. Le clip est réalisé par M. André Auton. Moi, quand je vois Magouille à la télé, je suis en train de danser chez moi sur mon, sur mon poste radio. Et
c'est en écoutant un rappeur de la côte. Donc, j'ai écouté V2A4, j'ai écouté C.A.P. aussi, j'ai écouté les rappeurs de la côte ouest, j'ai commencé à en écouter, Ice Power, Johnny B. Good. Wow. Et c'est en écoutant, en fait, un gars qui rappait en Massango qui s'appelait Easy, de son prénom Isidore. D'accord. Je me suis dit, non, mais il y a un truc, il faut que je tente. Donc, nous, on avait training à la pause de là, je crois 3-4 fois par semaine. Ouais. Donc, le lundi au training, j'ai annoncé la grande nouvelle à mon crew, quoi, à mes potes. J'ai dit, les gars, moi, j'ai envie de rapper. Et puis, j'ai un deuxième dans mon groupe de danse qui fait, ah ouais, toi aussi, tu as eu l'idée, moi aussi, j'aimerais. Et tu as tous les autres qui se moquent de nous. Oui, toujours. Oui, non, les gars, ça, laissez ça. Blagueurs. Arrêtez. Donc, j'étais avec Razor. Et Razor et moi, on a commencé, on a créé le Be Your Force, Booker et Razor en force. C'est un nom tout nul et tout ça. Et on s'est pris nos premières tomates, nos premières. Voilà, vous lancez les graviers. Oui. Moi, j'ai commencé comme ça. Ouais, j'ai commencé. Déjà, la première fois que je suis allé passer le casting au cabaret, j'ai oublié mon texte. Wow, le stress. Oui, j'ai oublié mon texte. Donc, j'ai connu ça aussi. Premier show, première fois que je monte sur scène, blanc total. J'ai plus le texte, j'ai plus rien. Mais j'ai quand même réussi à me débrouiller, à poser des trucs, tu vois. Et on n'a pas été retenu. Et je marchais avec les gars parce que nous, on finissait, je crois que je dois avoir 13 ans. Hein. Ouais. 13 ans, 13, 14 ans. Et on rentrait à la maison à pied. Et j'avais 4-5 potes avec moi. Et il y en avait 3 qui disaient, ouais, bon, ben bref, parce que j'étais abattu. Non, c'était pas mal, t'inquiète, la prochaine fois, machin. Et il y en a un qui a pété, il a dit, non, les gars, arrêtez, c'était nul. C'est bad. Oh, celui qui n'est pas là pour faire genre. Oui, lui, il m'a révolté. Il a changé ma life. Bah, clairement, on a besoin de gens comme ça. Il a changé ma life. Allez, ça, Franck Tiamboa. Ouais, il m'a dit, non, gars, zap, continue de danser, zap. Oh, j'imagine. Donc, sur le coup, c'est difficile. Tu es là, tu dis, ah, frère, fais semblant. Non, il n'y a pas à faire semblant. Il a pété un câble. En fait, lui, si tu veux, le cabaret, c'est ça, à Sogatol. Nous, on était à Mindoubé. Donc, Sogatol, il faut passer par Iaï et puis monter à Mindoubé. Donc, on a ramé de Sogatol à Iaï. Lui, il se taisait, tu vois. Les autres disaient, oh non, c'était pas mal, t'inquiète. Ils essayaient de me remonter les morales. Lui, après cette marche-là, il a pété un câble. Il a arrêté de mentir. Ouais. Et jusqu'à la maison, il m'a tué, quoi. Mais ça a été bénéfique au final. Oui. Là, lui, il a changé ma life. Ouais, parce que j'imagine si tu te contentais des gars qui disent, ouais, Mani, c'est bon, tu n'allais peut-être pas évoluer, tu n'allais peut-être pas revoir certaines choses. Tu vois un peu. C'était vraiment bien. Et donc, je suis reparti le deuxième vendredi. Parfait. Tu as tué ça. Mais on n'a pas tué, mais on était moyen. J'étais pas bon. J'étais moyen. Déjà, le texte, c'est pas moi qui l'ai écrit. D'accord. Donc, c'est une grande sœur à moi qui avait écrit pour moi. Oh, Inga. Une grande sœur à moi qui m'aimait bien, qui avait écrit pour moi. Et donc, qui m'avait aidé. Paix à son âme, elle s'appelle Isabelle. Ok. Isabelle Toutou. Ouais. Elle n'est plus là, elle est plus des nôtres. C'est elle qui m'aidait un peu à l'écriture et c'est elle qui m'a poussé aussi. Parce que voilà, c'est elle qui m'a poussé aussi. Donc, on est allé avec Razor et puis on a posé ça moyennement. On a été retenu. On est passé le lendemain, on est passé à African Mo 1. On a posé. C'était un bon son. Déjà, très, très, très conscient. Enfin, sensibilisateur. On s'était sur le VIH. D'accord. On a posé sur le VIH-Sida. Je crois qu'on arrivait, nous, on est arrivé en fin de saison. Et en fin de saison, il y avait toujours des spectacles. Et on a fait notre premier spectacle au lycée d'État de l'Estuaire. Ouais. Et là encore, choc. On nous a demandé de bouger de la scène. C'était trop nul. Déjà, pour ceux qui ne le savent pas, le lycée d'État, c'est le lycée Paul Ndjedje Goudjou. C'est comme le LPJ. Il ne faut pas être perdu. Hein? Bougez, les gars. Bougez. Donc, j'ai pris ça aussi. Ah ouais, j'ai connu des débuts difficiles. Difficiles. Moi, je pense que c'est ce qui a forgé ma... Je n'ai pas été quelqu'un de préfabriqué. J'ai commencé vraiment très, très, très bas. Tu as connu l'échec, en fait. Oui, clairement. très bas. Et je me rends compte, j'ai travaillé ça. Ouais, ça, justement, j'en ai parlé. Ouais. Ça a forgé en fait, cette discipline que tu as aujourd'hui. Et ça tombe bien parce que c'est là où je voulais en venir. On va dire dans une émission, je crois que c'était à Gabon Media Time,
tu as dit que Raboun a été en quelque sorte ton école. Mon lycée. Voilà, ton lycée, c'est là-bas où tu t'es créé une discipline. Donc là, on arrive à la période où tu rappes. Mais ça se passe Je comment? commence à rapper. Ouais, tu commences à rapper. Mais Raboun, ça se passe comment en fait? Bon, quand je commence à rapper, il y a le basket dans ma vie aussi. Ouais. Donc je suis aussi très basket. Donc, mais je commence le basket très tard. Je commence d'abord par rapper. Et puis après, je m'intéresse au basket. Donc, comme le rap, c'est un peu... Ça tangue un peu. Oui. Donc, je suis plus basket. Au sport et tout ça. Voilà, je suis plus... À partir de 15 ans, je commence en retard. 15-16 ans, je commence à toucher à la balle de basket. C'est très tard pour un garçon. Oui. Parce que normalement, pour un garçon, commencer le sport, c'est 5-6 ans. Donc, quand tu commences à 15-16 ans, tu as un peu 10 ans de retard. Tu as du retard. Ouais, tu as du retard. Donc, je dois rattraper ce retard-là. Et donc, je joue pas mal, un peu en retard, mais comme j'ai pas le don et la dextérité de ceux qui étaient là avant moi, qui ont commencé en minime, cadet, parce que je rentre en club en espoir, je crois, en junior. En junior. Tu n'as même pas commencé dans les poussins, machin. Non, je rentre en junior. Donc, justement, tous ceux qui ont commencé en minime, cadet, là, tu vois qu'ils ont plus de dextérité de quelqu'un qui arrive. Les règles, certaines choses. Voilà. Moi, j'arrive avec... c'est un club qui a été formé un peu par un monsieur de notre quartier qui s'appelait Mbabé Kale, paix à son âme aussi, qui avait un club de basket d'abord pour filles. D'accord. Et puis, il a ouvert la section masculine avec nous. Donc, les gars qui traînaient au quartier, en fait. Ouais. Les gars qui voyaient jouer au quartier. Donc, il y avait quelques gars de Mindoubé, quelques gars de la SNI. Il a créé le club des hommes en commençant par les juniors. D'accord. Et donc, c'est le basket qui m'a donné vraiment ma discipline de vie. Ça veut dire respecter les heures, les rendez-vous, respecter comment on va dire, l'hygiène de vie, ne pas traîner dehors à une certaine heure. Parce que quand tu es petit et que tu rêves de devenir un grand basketteur, tu te mets en condition. Ça veut dire que dans ta tête, tu vas tout faire pour... on te dit ne sors pas, tu sors pas. On te dit, voilà. Donc, nous, j'étais en plein rêve et j'ai joué au basket jusqu'en première division. Maintenant, entre-temps, c'est là où j'ai connu Amour de Raboun. Parce qu'Amour était dans la première division féminine. D'accord. Quand moi, je n'étais qu'en espoir. Parce que c'est les filles qui ont commencé c'est les filles qui ont ouvert le club, les premières. D'accord. Donc, elles sont arrivées en première division avant nous. Nous, on a commencé par junior. Tu sais, quand on ouvre un club, quand on n'a pas les moyens, forcément, on l'ouvre pas en première division. On ouvre une petite section et puis c'est la petite section qui monte jusqu'à faire la montée en D1. Donc, nous, on a travaillé sur ça. Et jusqu'en première division, j'ai appris la solidarité, j'ai appris à faire les efforts pour les autres, payer pour les autres. Parce qu'en entraînement, quand tu avais un qui ratait quelque chose, tout le monde descendait en batterie. Bien sûr. Voilà, donc c'est là-bas que j'ai appris ça. C'est là-bas que j'ai appris ça. C'est là-bas vraiment payer pour les autres. Tu ne vas pas dire, oh, moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Non. Tu te désolidarises pas. Tout le monde descend. Tout le monde descend. Je n'étais pas un tricheur, mais je payais pour les tricheurs. Et ça a forgé un mental. Donc, quand Raboun m'a recruté, parce que c'est Joël Bibalou qui m'amène dans Raboun, Bibalou Gang. D'accord. On faisait des freestyles gauche-droite. Je te dis que le rap était très dans la rue à l'époque. Oui, bien sûr. On faisait des freestyles gauche-droite dans les anniversaires. Beatbox, machin, tout ça. Et puis à la foire, on freestylait beaucoup. Donc il m'a ramené vers ses potes. Tad Kombil, Zang. Donc il changeait de version. Il passait de Technotromaniac qui était dans la côte ouest à Raboun. Et Technotromaniac avait été créé par Encha et Tad Kombil. C'est les deux initiateurs du groupe qui est devenu Raboun. Avant, il y avait même Meskouzoum dans l'ancien Raboun. Il y avait S$, il y avait des gars comme ça. Il y a des grands noms, hein. Voilà. Et quand ils sont devenus Raboun, ils ont refait un peu le collectif. C'est là que moi, j'arrive, en fait. Donc, j'arrive et on a tourné comme ça pendant 2 ans. C'était très hardcore, c'était très dur. Les gens, ils n'aimaient pas, ils kiffaient pas. Aussi, avec Raboun, on est monté sur scène, on s'est fait huer. Hein. Encore. Oui, encore. On chantait Labyrinthe, on chantait Exorciste. Les gens, ils avaient des trucs plus fun. Ils avaient Professeur T, ils avaient Conscience Noire, ils avaient, tu vois, c'était des chants plus mélodieux. Accessible. Voilà. Ils avaient Bad Clan. Donc, nous, quand on arrivait avec des trucs durs, Labyrinthe, on criait dessus, on nous lançait les pièces et tout ça. Voilà. Et vous croyez à New York ici ou quoi? Et Zang, un jour, on a fait un show à la foire qui s'est un peu mal passé. Ça veut dire que ça ne nous a vraiment pas plu.
Et Zang, qui était le DJ, qui était le grand frère, qui était le manager, qui était c'était la voix autorisée dans Raboun, nous a dit, bon, ok, on a fait quelque chose, on va changer la donne. On va faire une musique qui sera chantée et par les bébés et par les vieux. Et pour ça, il faudra qu'on change notre façon de composer. D'accord. Et c'est comme ça qu'il m'a redemandé, parce que moi, je composais à tout va, à tout vent. Oui. Et j'avais composé, peut-être 3 ans avant sa réflexion, j'avais composé « J'adore cette musique ». Oui, J'adore cette musique que je fais. J'avais présenté ça au groupe et Zong m'avait dit « Non, garde ça de côté. Garde ça va nous servir un jour. » Et là, il m'a dit « Ça, tu me ressors ça, mais il faut qu'on trouve une fille pour chanter ça. » Et Tad Kombi revenait de... Si Raboun a pris du temps à sortir aussi, c'est parce que Tad Kombi il a fait 2 voyages où il est allé apprendre à l'intérieur. Il est d'abord allé à Tchibanga, il est revenu, enfant récalcitrant aussi, on était très récalcitrant. On t'envoie en pension là-bas, va là-bas. Après, il est allé passer le bac à Tchibanga, et à Tchibanga, il a passé le bac avec amour. D'accord. Et là-bas, donc, quand on s'est vu en réunion, il m'a dit, moi, je connais une fille et tout, qui s'appelle Amour, elle était avec moi à Tchibanga, à Franceville, elle chante très bien, elle a une belle voix, elle chante dans une chorale et tout ça, machin. Et puis moi, je fais Amour. On n'a pas joué au basket ensemble là-bas, là. Elle joue au basket, oui. Moi, mais c'est ma personne. C'est ma père. C'est comme ça qu'on ramène Amour dans Raboun, donc on devient Bibalou, Zang, Tad Kombi, moi et Amour. Et en fait, on a créé quelque chose qui plus tard a ressemblé à Black Eyed Peas, tu vois. Ouais, une sorte de melting pot. Yes. Des rappeurs d'abord durs, puristes, qui ont une certaine voix avec, voilà. Tu vois, c'était un genre de cocktail de Fujis, de machin, voilà, c'était un peu ça. Et on a fait Raboun, on a fait Amour, qui a connu un bon succès, un bon démarrage, et puis l'explosion avec Vie de haine. Justement. C'est de là que tout est parti. L'anecdote dit, justement, c'est ce dont tu parlais, que vous faisiez huer, que Raboun, du moins, de ce que tu as dit, Raboun, à l'époque, c'était genre... Bon, les gens pensaient que vous ne pouviez faire qu'un genre de musique, et vous vous êtes dit, vous confirmez ça. Vous confirmez ça. C'est Zong qui a dit, on va faire une musique qui sera chantée par les bébés, par les jeunes, par les parents, par les vieux, tout le monde va chanter. Il dit, on aura connu le succès quand tout le monde va chanter notre chanson. Et quand on a fait Vie de haine, c'était... Non, ça a explosé. C'est le premier titre de... Bon, si je ne m'abuse, après V2A4, après CIAP aussi. Mais c'est vraiment le premier hit gabonais qui a sonné dans les clubs comme pas possible. Non, j'étais jeune, mais à chaque fois que ça passait, par exemple, Espace Jeune et les tout. DJ s'amusaient à rentrer ça avec les sessions américaines. Moi, un jour, je suis rentré dans un club qui s'appelait le Mangos. On avait fini notre prestation quelque part et on débarquait là-bas. Et j'écoutais Vie de haine derrière Hitminer de Nas. Ça m'avait... C'est que je suis dans la playlist avec les grands. Je suis arrivé. Non, mais c'est vrai que Vie de haine, dès les premières notes. En fait, dès que tu écoutes, même aujourd'hui, tu as tout le son, tu dis, tu as envie d'aller saluer le DJ. Mais c'était comment, en fait? Parce que justement, la réception, c'était comment? Parce que ça a changé votre vie, mais c'était comment, en fait? Parce que vous quittiez d'un rap dur, on va dire un peu underground, tu vois. Et là, vous venez un peu dans ce que les puristes pourraient appeler du rap commercial. Bon, déjà, il faut expliquer aux gens ce que c'est que le rap commercial, parce que ça fait 30 ans qu'on tourne sur un débat qui n'a pas de... Ce qu'on appelle rap commercial dans l'industrie, c'est quand tu t'appelles Baponga, tu signes dans un label, et dans le label ou dans l'univers dans lequel tu évolues, dans le pays ou dans la zone dans laquelle tu évolues, par exemple, le rap qui marche, c'est le rap de... je vais prendre un exemple, c'est le rap de Bigro. D'accord. Romantica. Et toi, tu signes dans ton label et on te dit non, ton style, c'est pas bon. Il faut faire comme Bigro. Faire comme lui. C'est ça le rap commercial. En fait, le rap commercial, c'est quand on change ta façon de penser pour te rendre mainstream, pour que tu sois grand comme... public. Voilà, donc tu quittes ce que tu es. C'est ça, faire du rap proprement commercial. Ça veut dire que tu laisses... Nous, Raboun, on n'a pas changé du tout. On a changé les beats. D'accord. On a changé les beats. On a changé la stratégie.
on a rajouté une fille, mais Vie de haine, moi, si tu me prends un boom bap, je te rappe Vie de haine dessus, c'est moi. Ouais. Tu vois, le couplet de Vie de haine, c'est moi. On a juste changé le beat, d'accord. Moi, j'ai coutume de dire qu'on était un peu à la base de l'afro, parce que c'était déjà afro à l'époque. Oui, c'était dans ça. Quand tu écoutes Vie de haine, ça n'a rien à voir d'occidental. Sinon, on aurait pris un beat américain, on aurait calqué, on aurait calqué. Non, on n'a pas calqué du tout. D'accord. On n'a pas calqué du tout. On a travaillé quelque chose qu'on ressentait, quelque chose qui était africain. Voilà, et il n'y a qu'à voir les titres de Raboun. On était sur du Yaka, on était sur du MST, on avait des trucs vraiment à nous qu'on sentait gabonais. Et Tat Kombil était à la baguette. Donc, Tat Kombil, avec ses expériences de Chibanga, de Franceville, il a commencé le couplet violemment. Hein. Voilà. Vie de chienne, nous enchaîne encore que la maison de guerre. Ah, frère. Voir où je vis. Et bizarrement, le texte est toujours d'actualité. Oui, le texte ne vieillit pas. Le texte ne vieillit pas. Le texte ne vieillit pas. Surtout qu'on ne l'a pas fait pour marquer une époque. On l'a fait non, on a fait pour dépeindre quelque chose. Une société. Donc, c'est un tableau. Le tableau, il reste la vie. Hein? On n'a pas mis d'heure, on n'a pas mis de date. D'accord. On a juste fait un tableau, et le tableau, il est la vie. D'accord. Ouais. Donc, Vie de haine avec Eben, après il y a One Time. Avec Raboun. Plutôt avec Raboun, désolé. Et parce que je voulais justement aborder le thème Eben. Et d'après ce que je sais, c'est à la suggestion de Master Koudi que tu rejoins Eben. Ouais. Déjà, comme quoi, c'est toujours moi, on me propose toujours. Voilà. Donc, déjà, Raboun, on m'a dit que bon, pourquoi Raboun s'est séparé? Il paraît qu'Amour est allé à l'étranger pour faire les études. Et oui, tout. En fait, Raboun se sépare. Bon, Raboun ne se sépare pas. Ok. Raboun marque une longue pause. Un break, genre. Un break. Moi, j'étais dans Eben et un soir, j'ai reçu un coup de fil. Je suis allé à la base. La base, c'était un peu de tout. C'était aux Anguais. Voilà. Je suis allé aux Anguais, on s'est assis à la base et on a discuté. Et Kombila, donc Tat Kombil, et Zang, qu'on appelait Ting Pass, m'ont fait comprendre que, bon, là, nous, on va bouger. Il y a Kombila qui part en Afrique du Sud pour perfectionner son anglais. D'accord. Il y a Amour qui va au Sénégal. Alors, Amour était déjà parti, je crois. Ou Amour partait aussi. Oui. Amour part au Sénégal. Et sur scène, vous êtes 4. Tourner à 2, Bibalou et toi, c'est pas Raboun. Ouais. Parce que sur les couplets, sur les chansons, en lead vocal, il y avait vraiment Tat Kombil, Bapunga d'abord. Après, il y avait Bibalou Gang. Après, il y avait Amour. D'accord. Si c'était Tat Kombil qui restait à Libreville et que les 2 autres partaient, je pense que peut-être que ça aurait pu tenir. Mais ils m'ont fait comprendre que Biblo et toi, vous n'allez pas représenter l'un des leads est parti, c'est voilà. La moitié du groupe s'en va. On ne peut pas représenter le Raboun qu'avec vous deux. C'est pas possible. C'était plus Raboun, c'était du Zra. Avec 2 A, genre. Voilà. Donc ce jour-là, je sais pas comment j'ai pris ça, mais j'ai pris ça très mal. Mais c'était une évidence. Mais ce que j'ai pris mal, c'est que il y avait déjà... Moi, j'ai commencé ma carrière solo. Et ma carrière solo, elle décollait très vite. Avec Y'a quoi, entre parenthèses, des choses de Frankie. Je venais de signer Eben. Je venais de sortir Eben vient jouer. Je commençais à faire mes voyages à l'étranger. J'avais eu un Cora. C'était chaud. Et Raboun était de moins en moins visible aussi. Parce qu'on préparait normalement un 2e album. Et je savais que ça allait tomber sur moi du style... C'est à cause de lui que Raboun s'est séparé. Ouais, il a explosé, c'est bon et tout. Voilà, il ne veut plus. Donc, quand j'ai vu ça venir, c'est ce qui est tombé sur moi après. Après, j'ai pris ça de plein fouet. Tout ça venait de partout, les critiques, les ceci, bien sûr, cela. Tu as abandonné ton groupe. Bon, mais comme je suis ce que je suis, j'ai pas répondu, j'ai pas fait de sortie, j'ai fait le dos rond, comme d'habitude. J'ai fait le dos rond, j'ai encaissé. Et voilà, les gens m'ont traité de tous les noms. À un moment, je pense qu'il y a même certaines sociétés
avec qui Raboun travaillait, qui m'avait blacklisté. Oh. Ça veut dire que oui, avec Raboun, on a longtemps travaillé avec des sociétés de la place. Et à l'annonce du break de Raboun, j'ai jamais pu retravailler avec cette société-là. Il a fallu que cette société change de directeur ou change de staff, voilà, pour que après peut-être 8 ans, on me recontacte pour dire on aimerait faire un truc avec toi. Mais voilà. C'était déjà établi. Ouais, mais c'était les premières années, c'était chaud. Tu avais ce costume un peu de traître. Ouais. Hein? Mais bon, j'ai fait le dos rond. Ouais. Comme à mon habitude. Alors, Franck, il y a quelque chose dont j'aimerais parler. C'est, on va dire, peut-être pas ton changement de direction, parce que déjà, avec Vie de haine, on voyait que tu partais vers l'afro. Mais c'est par rapport à ton identité. Tu quittes de Booker pour Baponga. Tu vois un peu. Moi, c'était quoi le truc? Moi, j'étais une pâle copie de Method Man. J'étais trop fan de Redman. Moi, j'avais une trinité, c'était Busta Rhymes, Redman, Method Man. Donc, c'est vrai que maintenant que tu le dis, même dans le phasé, encore la mort touche les corps. Ma sauce, mon flow pour mes roses. C'est vrai que ça ressemble à Method Man de ouf. Et puis, à un moment donné, je dis non, c'est pas moi. J'ai besoin de me retrouver. C'est pas moi. En fait, il faut que je crée quelque chose qui, même si c'est nul, même si c'est naze, mais c'est moi. En fait, j'ai vraiment eu besoin de faire ça. J'ai eu envie d'avoir mes phases, mes hooks, mes trucs, mes choses à moi. Voilà. Je vis dans un pays où, quand un gars dit que tu rappes bien, c'est pas toi qui rappes bien, c'est que tu ressembles à un de ses rappeurs préférés. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire qu'il faut sonner comme les gens ont l'habitude d'entendre. Il faut sonner comme par exemple, si quelqu'un aime du rap pur, il a ses références dans le rap pur. Et donc, si tu sonnes comme ça, tu vas bien rapper. Tu vas plaire. Tu vas plaire. Mais moi, j'ai pris le sens inverse. Je dis, je vais sonner comme personne. Je vais sonner comme moi. Ouais, je vais faire des trucs basiques. Je vais sonner différemment et je vais avoir mon empreinte. Et puis après, je vais entendre des gens sonner comme moi. C'est ça le trip. C'est qu'après, tu entends des gens qui rappent et les gens pensent que c'est toi, en fait. Tu vois, c'est là, pour moi, j'ai marqué l'histoire. Quand quelqu'un écoute un son et il te dit, mais quand j'ai écouté ce son, je croyais que c'était toi. Tu vois, là, pour moi, j'ai réussi à faire ce que j'ai commencé depuis longtemps. Voilà. Sinon, si je n'avais pas changé de direction, je n'aurais pas pu avoir ça. Après, tu as aussi quelque chose que les gens n'ont pas compris chez moi très vite. C'est que moi, j'avais un passé de danseur. D'accord. Donc, moi, quand j'arrive dans Raboun et qu'on commence à rapper sur des trucs durs, c'est pas mon trip, ça. Ça, c'est le trip du groupe. Donc, Exorciste, Labyrinthe, ça, c'est le trip du groupe. Donc, moi, je suis quelqu'un, je m'adapte. Donc, tout ce que tu m'amènes, moi, comme je dis, je suis mille flots. Tu es un rappeur, mais voilà, tu moi, je roule pas... Et je ne suis pas quelqu'un... Les professionnels le savent. Donc, dans les studios où je suis passé, dans tous les studios, avec tous les ingénieurs où j'ai travaillé, ils vont vous dire, Franck, ne boude pas le beat. Tu mets un beat, il ne va pas te dire, oh non, ça, je ne veux pas. Moi, ce n'est pas mon truc. Moi, tu me dis, on fait un feat, tu me montres le truc, on bouge. Voilà. Donc, je suis quelqu'un comme ça. Et, mais quand il fallait maintenant travailler pour mon album, L'Animal, pour mes trucs, moi, j'ai d'abord un passé de danseur. D'accord. Et il faut que ça bouge. Moi, j'aime les percus. J'aime quand ça claque. J'aime quand je saute dessus. Donc, les gens, quand ils ont entendu des trucs saccadés, quand ils ont entendu des trucs qui groovent, ils ont encore dit que c'était du commercial. Mais en fait, tu vois, ils n'ont pas pensé à ma nature. En fait, les gens ont voulu tu sais, les gens, ils aiment te cataloguer. Comme je te dis, ils ont des références et les gens, ils aimeraient que tu rentres dans leurs références. Moi, ce n'était pas le cas. Donc, à l'heure où, par exemple, le truc mainstream, c'est 50 Cent qui sonne pam, 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 pam. Moi, j'arrive avec. Ouais, ce sont des trucs vraiment typiquement africains. Et ça, c'est moi qui suis à la composition musicale. Donc, une fois que moi, j'ai décidé de faire ma sauce, encore une fois, c'est passé à côté.
Encore une fois, les gens disent « Ah, lui, il fait du rap zouglou, il fait n'importe quoi, c'est pas du rap, c'est pas de ceci, c'est pas de cela. » Tu On vois? voulait des grosses caisses. On voulait du boom bap. Ouais. Mais c'est pas moi, boom bap. Boom bap, c'est Harlem. Boom bap, c'est le Bronx. C'est Queensbridge et tout ça. Voilà, c'est pas moi. Moi, c'est la percu. Moi, c'est le rythme africain. C'est tradi, c'est voilà. Ça danse. Moi, déjà, par exemple, au basket, j'avais un autre rôle. J'avais un autre rôle au basket, en dehors de jouer avec les potes. C'était lequel? C'est celui qui animait dans le bus. Équipe c'est moi qui entonnais. C'est moi qui entonnais. C'est moi qui entonnais dans le bus. C'est moi qui entonnais. Même aux tribunes, ça veut dire que quand je ne suis pas aligné sur la feuille de match et que je suis en tribune, c'est moi qui entonne dans les tribunes. Tu vois. Je me rappelle un jour, j'avais clashé une tribune entière. On jouait contre un club qui s'appelait APB. Et j'ai sorti de ces CD que j'ai inventés sur place. C'était des barres de rire pour le gymnase, tu vois ce que je veux dire. Voilà, donc moi, je suis quelqu'un comme ça, je suis quelqu'un de joyeux. Et si j'ai fait de la musique, pour moi, c'était ma thérapie. Parce que je suis quelqu'un qui était sur une grosse déprime. Et j'ai voulu sortir de ma déprime par la musique, par la joie, par la gaieté, par l'excellence. C'était ta thérapie, en fait. C'était ma thérapie. Donc, je ne suis pas là à me morfondre sur des problèmes pour attrister les gens. Non, moi, ce que je voulais, c'était apporter de l'espérance, apporter de l'espoir, apporter de l'amour, donc voilà. Et encore une fois, quand tu ne rentres pas dans le rap anticonformiste, rime anticonformiste positive, tu vois, on te prend encore, on te met de côté. En fait, moi, j'ai passé mon temps à aller à contre-courant. Voilà. Parce que j'étais toujours... Non, lui, c'est pas un rappeur. On dit que tu es d'une ethnie, tu es Simba. Simba. Et je me dis, bon, Simba, nous, on pense au félin. Je me dis, est-ce que c'est de là que vient ton nom carnivore? Déjà, que veut dire Baponga? Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire. Baponga, c'est une feuille à la pomme veloutée au village qui sert à laver la vaisselle, qui mousse quand on la frotte. Voilà. Elle ressemble à une feuille de patate. Elle pousse en bordure de route et quand tu la frottes, elle mousse. Ça sert aussi de papier hygiénique. D'accord. Mais donc, c'était quoi le but derrière? De quoi? De m'appeler Baponga? Le nom, oui. Non, c'est le nom qu'avait mon arrière-grand-père. Il s'appelait Dibo. Moi, je m'appelle Dibo. Donc, j'ai hérité de son nom. J'ai hérité de son blaze. Qui n'était même pas un blaze à l'époque, c'était un gaz. Ses potes le gazaient comme ça parce qu'il était né sur les Pongas. Sa mère avait eu des douleurs au village, à la plantation. Elle ne pouvait plus revenir au village. Donc, elle avait fait un lit de Ponga parce que c'est Ponga. Ba, Ponga. Okay. Ba, c'est le pluriel. Ok, d'accord. Bah, comme on dit Bapounou, Bateke, tout ça. Voilà. Donc, elle a fait un lit de Ponga et puis elle a couché dessus. Donc, pour le gazer, les potes ont grandi avec seulement Baponga. C'est un gaz, en fait. Et donc, moi, la première fois que je suis allé au bled, j'ai vu des mamans pleurer quand elles m'ont vu, en fait. Les mamies, là, elles pleuraient. Et puis, elles m'appelaient Baponga, teta Baponga, teta Baponga, teta Baponga. Et puis, ça a sonné. Et puis, quand je suis revenu à la maison, j'ai demandé à ma mère, mais c'est quoi le Teta Baponga? Elle m'a expliqué le truc. Non, voilà, c'est ça. Et puis, moi, j'ai fait... Là, tu as eu la révélation. Ça sonne. C'est mieux que Booker, tu vois. C'est clair. Et c'est plus... Ça me représente un peu. Donc, du coup, tes affaires de carnivore, l'animal... C'est Raboun. En fait, Raboun est un animal. Raboun est un félin. C'est un animal pensé par un peintre. C'est un animal futuriste qui a un corps de félin et une tête de... Non, qui a... c'est une tête de félin et un corps de singe. Voilà, donc voilà, c'est un animal futuriste. Ah, c'est un gars de sci-fi. Hein? C'est un gars de science-fiction, ça. Je crois que c'est le contraire même. C'est le corps de félin, tête de singe et avec des... Oui, c'est vrai qu'il y a des sortes de canines qui sortent là. Voilà. Donc, c'est un dessin futuriste, que je ne me gourre pas. Et donc, c'est ça, Raboun. Mais Raboun, en vérité, si tu prends le nom babouin, en anglais, ça fait baboun. En anglais, babouin, c'est baboun. D'accord. Et le babouin, c'est le singe qui chasse les fauves. Ok.
Ouais, c'est vrai qu'il est Il a des agressif. grosses canines Il aussi. est Et en agressif. meute, ils font des casses avec les Oui, fauves non, et tout ça. c'est Voilà, un voilà, tueur. voilà. Donc, je pense que c'est de cette vision-là Mhm, que le peintre, il a fait le raboun. Parce ouais, que il a mélangé le fauve et le singe avec mhm, les dents de sabre, mhm. tu vois. Et donc, raboun est un animal. Voilà pourquoi l'intro de One Time, on entend « Je suis le D'accord, raboun ». d'accord. Voilà. Donc, et moi, quand je fais l'animal, Mhm. je dis, bon, moi, je suis raboun. Donc, pourquoi sortir de ma philosophie Ouais, de base? Donc, l'animal, carnivore, c'est la continuité, en fait, c'est la déclinaison mhm, du départ raboun. ok. Ouais. Je suis en train de réfléchir. Eben, vous Oui. avez un Kora. Vous Eben? avez, oui, Eben et famille, vous avez un Kora. Oui. Vous avez presté en Afrique du Sud. Oh, plus que ça. Voilà, vous avez vraiment, en fait, c'était comment? Tu sais, aujourd'hui, les petits ont du succès, ils font des tournées en France, ils peuvent aller au Sénégal, Non, c'est mais pas pareil. voilà, en fait, les gens ne savent pas ce que ça, en fait, le Kora, il y a Non, non, 20 ans, 25 ans, non, c'était, non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. ça, justement, ça faisait quoi, en fait? C'est pas pareil. C'est pas, Eben, c'est pas le Cora. Eben, c'est la naissance de l'industrie. D'accord. Eben, c'est la naissance de l'organisation. Eben, c'est la naissance du vrai travail, en fait. Ça veut dire que tu te réveilles le matin, tu vas au taf. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Eben, c'est ça. Eben, tu te réveilles le matin. Moi, j'avais commencé avec Raboun déjà. Mhm, Parce qu'avec Raboun, Zang, il avait pris la décision, par exemple, de nous louer une maison. mhm, Donc, Raboun, très tôt, on avait notre maison, on avait notre piole. ouais, On avait nos sessions de studio. Donc, on venait nous chercher en voiture le matin mhm, à 9h pour aller au studio. On revenait au studio à 17h. Vraiment, comme on t'a fait, tu vois. Et avec Eben, c'était pire. Parce que Eben, on avait une batterie de managers. ouais. On avait une batterie de... Déjà, à Eben, à l'époque, il y avait MSN Mhm. pour le Oui, oui, le truc de Hotmail, là. des Hotmail, Ouais, ok. Donc, on avait une batterie de personnes aussi derrière les ordinateurs. ouais. En fait, c'était vraiment le début de l'industrie, quoi. Mhm, Et donc, les Cora, les voyages, c'était la face visible de l'iceberg. d'accord. Mais ce que M. Eric Benke faisait en dessous, c'était monstrueux. C'était énorme. C'était monstrueux. On avait notre propre studio. Wow. Et le studio qu'on avait, c'était pas un home studio, c'était un Mhm. studio. Tu vois Studio ce que je veux pro, dire? quoi. Ouais, c'était un studio professionnel. On avait des DA, donc des premiers directeurs artistiques. Mhm, On avait des beatmakers de partout. ouais, Parce que nous, on recevait nos beats arrivés de partout, hein, de France, des ouais, States, j'imagine. voilà. Donc, on avait des jeunes Gabonais Mhm. qui proposaient des beats. Je pense que Mickey Air, il était Oui, aux States, oui. mais 4 minutes, ça 4 vient, minutes, c'est lui, ouais. Ouais. c'est lui. John Luca était en France, Mhm, mais c'est la majorité des beats de l'animal, c'est ouais. John Luca avant qu'il s'installe ici. Il y avait aussi, je vais en oublier, mais il y en avait 3 ou 4 qui tournaient Mhm, comme ça. Et puis il y a eu Randy, ouais. Randy qui a fait plusieurs titres de La Fuente, de Mhm. moi. euh, et On dit c'est tout platinum, c'est ça? et tout platinum. Ouais. Et donc, tu vois, donc autour de nous, il y avait quelque chose qui gravitait de plus grand que Mhm. ton petit succès. Ouais, donc j'imagine, Tu c'était vois? carrément. C'était, eh Sur- ben, sur- c'était sur- l'industrie gabonaise. voilà, surtout quand tu prenais vite conscience. Moi, un soir, je me suis arrêté, j'ai demandé à mes bros, à mes frères, à mes petits frères, j'ai dit, les gars, je pense qu'on était au studio et puis on s'amusait un peu trop. Et Mhm. puis j'ai dit, les gars, est-ce que vous avez conscience de là où de, on est, de ce qu'on de représente ce pour qu'on les fait? autres. Ouais. Ouais, je pense qu'à cette époque, beaucoup n'avaient pas conscience. Mhm. Moi, je regardais ça, comme j'ai dit, eh ben, c'était mon université. Donc, je regardais ça avec un autre œil, un autre regard, et Ouais. j'observais beaucoup ce qui se passait. Mais c'était beaucoup plus que de la musique. Mhm. Eh ben, c'est pas la musique, c'était plus la musique. Eh ben, c'était une vie, c'était un mouvement, Une institution. c'était une institution. Ouais. Voilà, c'est comme quand tu pars d'un club de province à un club à la capitale. Tu vois, tu as les... Tu es en première division. Voilà, c'est quoi? C'est un peu comme si tu Voilà. pars de la D2 Ouais. à la première division. Tu vas voir les installations, Ouais. tu vas voir le stade qui vous appartient, tu vas voir un stade d'entraînement, tu vas voir une salle de sport, tu vas voir un hôtel qui vous appartient. Les droits TV, tout ça, là, tout change en fait. Attends, et ben, moi je me rappelle, et ben à chaque fois qu'on partait en concert quelque part, ça se passait mal, il y a un bus qui venait nous chercher, hein. Wow. Tu vois? Les gars étaient prêts. Voilà, tu vois. On va quelque part, ça se passe mal, il y a un billet d'avion qui arrive, tu rentres. Mhm. Tu vois.
Donc, c'est que c'était carré, quoi. C'était carré. Tu vas dans un pays, tu dois rentrer, on te dit non, on t'a demandé dans un autre pays, donc de là-bas, tu enchaînes. Voilà. Et ben, c'était pas... Aujourd'hui, tu vois ce qu'on voit. On voit beaucoup de... Les Gabonais, les artistes gabonais sortent beaucoup pour la communauté gabonaise. Oui. Moi, j'ai fait ça très rarement. Je fais ça très rarement. La dernière fois que tu m'as vu au Cameroun, je ne suis pas parti pour la communauté. Je fais ça très rarement. Je crois que j'ai fait ça 1 ou 2 fois dans ma vie. Voilà. Mais nous, on partait sur des spectacles, on était bookés sur des shows à l'étranger pour des publics étrangers. Souvent, la plupart du temps, pour des publics qui ne nous connaissaient ni d'Adam ni d'Ève. Mais tu devais arriver, tu devais te mettre au diapason, tu devais cartonner. Et tu es en prospection, en fait. Moi, c'était pas une prospection, c'est que tu étais un artiste, pas forcément tête d'affiche, tu vois, mais tu étais bien calibré pour être en première partie des têtes d'affiche. Moi, je me rappelle, j'ai fait un show au Maroc avec Fadjo, avant qu'il vienne ici, avec Kelly Rowland. J'étais sur des festivals où Monsieur Jules Kandem m'a envoyé en Afrique du Sud, où il y avait des gens comme Bosta avant moi. Il y avait des gens comme... il y avait un petit qui cartonnait à l'époque, là. Bon, quand je dis petit, il doit avoir mon âge. Mais j'oublie son nom. Papoose. Oui, Papoose. Voilà. Donc, tu te retrouves avec des gars comme ça. Je me suis retrouvé avec Missy Elliott. Je me suis retrouvé avec Shaggy à l'étranger. Je me suis retrouvé encore avec Werason. Donc, on partait sur des shows, mais exceptionnels. Moi, j'ai joué avec les Gypsy Kings. Je ne sais pas si tu sais qui c'est, les Gypsy Kings. C'est une famille de gitans. D'accord, il fait Kamboleilo, Sambolaila. Donc moi j'ai joué avec des gens comme ça, tu vois, sur des gros festivals. Donc moi j'ai rarement été invité par la communauté. C'est comme on voit, tu montes, on te fait monter. C'est la diaspora qui te fait grimper et tout ça là. Non. Pourquoi? Parce que souvent, quand la diaspora t'appelle, justement, c'est pas géré en professionnel. Moi, j'ai refusé, par exemple, et j'ai revu la dame récemment. Je te donne une anecdote. J'étais pas loin de Messieurs, l'école du collège Messieurs. J'étais en face. On allait négocier pour avoir, justement, parce que je m'occupe aussi des jeunes au basket maintenant. Donc, on voulait négocier un gymnase pas loin là pour nos jeunes, pour mettre nos jeunes à l'ombre. Et il y a une dame qui m'a reconnu pendant la négociation. Elle me dit, Monsieur Franck, j'aurais pu vous détester, mais je vous respecte à vie. Je dis, pourquoi? Elle dit, parce que j'étais présidente de l'association des Gabonais en Chine. On ne dit pas association, mais présidente de la communauté estudiantine des Gabonais en Chine. Je vous appelais un jour pour venir prester en Chine et vous avez refusé. Ah ouais? Oui, parce que vous avez dit, vous vous déplacez pas sans votre DJ. Fléau. Donc, moi, c'était déjà... Non, c'était même pas de Fléau, c'était Touch. D'accord. C'était DJ Touch à l'époque. Et moi, tu vois, moi, j'avais des barrières comme ça, quoi. Moi, normalement, minimum, c'est 3 billets. Maintenant, si tu peux pas prendre 3 billets, tu prends 2. Maintenant, moi, tu me déplaçais pas à l'époque pour que je vienne faire du playback. Moi, j'ai jamais fait ça de ma vie. J'ai jamais fait de playback. Toi, c'est la scène. J'ai jamais fait de playback. C'est impossible. Je peux pas faire... Si je fais du playback, je me suicide. Donc, tu ne me déplaces pas, tu me payes pas un billet d'avion pour venir jouer devant des frères et faire du playback. Non, si tu as les moyens, tu prends 2, 3 billets d'avion, on arrive et puis on fait un vrai show. Je me suis jamais déplacé, je suis jamais sorti du pays pour faire une représentation de 15 minutes. Si je sors du pays, c'est pour jouer 40 minutes au minimum. Je me rappelle, des Français m'ont appelé au Maroc. Oh non, on veut que tu viennes et tout ça. Ok, voilà, moi c'est ça. Je vous envoie mon manager. Il va pas, oh non, calme-toi avec le manager. Voilà. Non, mais c'est ça. En gros, tu fais pas de showcase. Dans le sens du terme, genre comme aujourd'hui, genre voilà, tu pars, comme tu as dit, tu vas pas en boîte de nuit. Si je fais des showcases. Non, je fais showcase, c'est showcase. Mais il n'y a pas d'orchestre là-bas, tu dis que tu as dit. Mais mon DJ vient venir. D'accord. Je peux pas, même si je joue 15 minutes, je viens avec mon DJ. Tu vois ce que je veux dire? J'ai fait des showcases en Afrique du Sud. J'ai fait des showcases à Paris, mais toujours avec mon DJ. Tu vois, toujours avec mon DJ. Donc, c'est pas négociable du tout. C'est vraiment pas négociable. Je ne me déplace pas pour faire semblant. Je ne me déplace pas pour faire des choses à moitié. Je fais des showcases. Mes showcases, le showcase, il est préparé, il est armé, il est calibré. Et j'ai mon DJ. Surtout quand je vais à l'étranger, je ne peux pas aller à l'étranger. Ici, encore que
Mon DJ, c'est DJ Fléau. Et DJ Fléau aussi, il est booké. Donc, souvent, il va arriver que DJ Fléau est booké sur des soirées, il ne peut pas m'accompagner. Mais au moins, ici, avec l'expérience, avec les années, j'ai des DJ qui me connaissent. Donc, souvent, la plupart du temps, les DJ, ils savent que lui, le grand, lui, c'est comme ça qu'il joue, c'est comme ça, c'est instru, c'est ceci, cela, voilà, il aime les cuts comme ça. Maintenant, les gens ont appris à me connaître. Donc, si mon DJ est booké ici, c'est normal, je peux me déplacer avec un autre DJ. Mais si c'est à l'étranger, je ne pars pas sans mon gars, jamais. Je ne pars pas sans mon équipe. Donc, moi, au minimum, c'est l'équipe. Et donc, ça, c'est l'héritage des Ben. Ça, c'est l'héritage des Ben. C'est une formation, c'est professionnel. C'est une école. C'est une école, c'est comme ça. Mais je ne prends pas les choses à la légère. Donc, moi, tu ne me dis pas, non, on va mettre ton CD, tu vas chanter. Non, c'est pas possible. Respectez-moi, les gars. C'est pas possible. Ouais, je vois. J'ai jamais fait ça de ma vie. Je ferai jamais ça. Non, les gars, je ferai jamais. Si je fais, non, je vais non. Il y a quelqu'un qui m'a dit non. Ça te permettra de sortir du pays. Non, tu es trop le gars qui n'a vécu. Non, mais si c'est pour sortir du pays comme ça, non. Bon, clairement, gardez vos choses. Non. Et ça tombe bien que tu en parles parce que tu revendiques une meilleure structuration culturelle. Donc, tu es directeur des arts. Tu vois, tu es du spectacle. Du spectacle. Ouais. Pas et du spectacle. Directeur des arts du spectacle. Des arts du spectacle. Ouais, okay, donc, tout ce qui est. Désolé, hein, population. De ce théâtre, danse, musique. Ouais, tout ce qui monte sur scène, quoi. Humour, voilà. Donc, c'est différent de ce que Magali Aura était. Non, elle, c'était mon DG. C'était la directrice générale. D'accord. C'était mon N+1. Voilà, parce que moi, je me disais, on dirait que voilà. Non, c'était mon N+1. Elle était au-dessus de moi. D'accord. Donc, je disais, tu revendiques pour une meilleure structuration culturelle. Et là, on va par exemple parler de ton projet. J'ai pas envie de mal prononcer ça. C'est un nom pour nous. C'est Dengui, hein? Dengui, ça veut dire trouver. Ma Dengui, c'est j'ai trouvé. D'accord. Et Dengui, c'est une plateforme, un site internet, qui permettra dans quelques années de trouver l'acteur culturel, l'artiste, le manager que tu veux en un clic. Tu vas sur Dengui, tu tapes son nom si tu le connais, et puis tu auras son numéro, son adresse mail. C'est une carte de visite numérique, en fait. Si tu sais pas ce que tu cherches, si tu te retrouves, par exemple, dans Mouila, et que tu as besoin d'un photographe, tu vas sur... Parce qu'on peut les trouver, les artistes, de 3 façons. On peut les trouver avec le moteur de recherche sur la plateforme. On peut les retrouver par les formes d'art. Et on peut les retrouver par province parce qu'ils sont localisés en fonction de leur lieu d'habitation. Donc, si tu vas par exemple à Mouila ou à Port-Gentil et que tu as besoin d'un photographe ou d'un mannequin pour tes clips, tu vas sur la province où tu es, tu rentres dans la province et puis tu as une liste de personnes là avec numéro de téléphone. Voilà. Ouais. C'est un annuaire, c'est le premier annuaire numérique en zone francophone. D'où te vient l'inspiration? Parce que je me souviens que tu disais, je crois qu'il y a un article qui est sorti il y a quelques mois, où tu disais que ce n'est pas tant une affaire de... C'est pas qu'il n'y a pas de... On va dire ça comme... Bon, je ne vais pas parler de subventions, mais c'est pas qu'il n'y a pas de place où faire des shows. Tu as parlé d'un annuaire, justement. Donc, c'est le Dengui en question? Non, ça n'a rien à voir. D'accord. Ce qui m'inspire Dengui, c'est que, justement, dans mes années, il y avait le grand Serge Abessolo, qui est aujourd'hui directeur général de l'IGIS. Serge Abessolo qui avait un annuaire, mais physique. D'accord. Chaque année, il produisait, il nous demandait un numéro de Rabou, nous des Ben, de Baponga, enfin, il prenait un numéro des managers et il sortait un annuaire physique. Donc, c'était un bouquin sur lequel tu avais le numéro de tous les artistes, tous leurs managers, les producteurs, etc. Et j'ai tenu à faire ça. En fait, même quand tu vas dans les pays... normalement, vas-y, dans les pays, pays où ça fonctionne, dans n'importe quel studio, tu as des trucs là en physique où tu peux te renseigner, ou aller en soirée, ou enregistrer, ou trouver un guitariste. Et moi, j'ai voulu faire ça en numérique. Parce que souvent en studio, moi, il m'est arrivé, je suis chez Jean-Luc, enfin John Luca, et j'ai besoin, là, à l'instant T, d'avoir une guitare, tu vois, sur un son. Il est 20h, tu connais pas de guitariste, donc il faut que John Luca appelle quelqu'un, tu vois, ou si John Luca n'est pas, voilà, il faut appeler quelqu'un qui connaît quelqu'un. Là, avec Dengui, tu rentres sur la plateforme, tu mets guitariste, et puis tu as ça s'aligne
tu as tous les noms. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais besoin d'un facilitateur. D'accord. Voilà, j'avais besoin d'un facilitateur. Pas qu'on appelle quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Là, par exemple, si je dis ça, je dis rien. Si il y a une société, ils sont en réunion et ils veulent des artistes, ils vont pas passer par des gens qui vont découper le. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? D'intermédiaires et tout ça. Trop d'intermédiaires, ça tue le business, tu vois. Là, ils vont sur Dengui tout de suite. Tapent Et puis, juste. tape Lauriane Kondo, c'est là, numéro de téléphone, mail, tout. En fait, tu as déjà eu des contacts, des personnes ont accepté de mettre leurs informations. On s'enregistre sur Dengui gratuitement. D'accord. Tu vas sur le site, en haut, à droite, il y a s'enregistrer. D'accord. Tu t'enregistres, sinon, tu passes par la boîte, tu passes par le WhatsApp de l'appli, du site, parce qu'on a une page Facebook, parce que Dengui, ce n'est pas qu'un annuaire, c'est aussi de l'actualité. D'accord. Il y a un blog d'actualité, il y a une page Facebook Dengui, il y a aussi le côté événement. Donc tout ça, c'est gratuit. Tu t'enregistres gratuitement, on publie. Quand tu es inscrit seulement, on parle de tes événements gratuitement, on poste tes affiches gratuitement, et on suit ton actualité, et on fait des comment on va dire, des textes, des publications. Des formats et tout ça là. Sur toi, aussi gratuitement. Donc, on te suit, en fait. D'accord. Voilà, on fait des sujets sur toi et on les balance. Et c'est pour tous les artistes et tous les acteurs culturels. En fait, ce que j'ai voulu aussi faire, c'est que quand on parle d'artistes au Gabon, on pense que musique. Dès qu'on parle des artistes gabonais, on pense musique. C'est comme si tu disais sportif, football. À dire qu'il y a une panoplie de disciplines. Donc, je voulais justement... Une plateforme tentaculaire. Voilà. Je voulais justement... Mais je ne me cache pas, je voulais utiliser les artistes musiciens pour attirer les gens, pour que les gens puissent découvrir d'autres formes d'art qu'ils ne connaissent pas forcément. Et souvent d'autres métiers qu'ils ne connaissent pas forcément. Aujourd'hui, sur Dengui, il y a des make-up artistes. C'est intéressant ça. Voilà, donc les gens ne connaissent pas forcément le métier de chorégraphe. Voilà. Les gens ne connaissent pas forcément le métier de régisseur. Tout ça, c'est sur Dengui. Tu as besoin d'un régisseur, tu tapes régisseur sur Dengui, tu trouves un régisseur. Chez les écrivains, on n'est pas juste écrivain. Il y a les romanciers, il y a les... Voilà, donc tout ça, c'est sur, voilà, sur Dengui. Les gens qui nous regardent, les artistes, dans tous les sens du terme, il y a Dengui, il faut aller vous faire enregistrer. On va parler de vous, Sengori. Enfin, peut-être pour le moment, hein. Peut-être que ça peut devenir quelque chose. Voilà, donc en tout cas, profitez. Hein? Visionnez-vous. Alors, Franck, aujourd'hui, tu es un homme de foi. Je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou si c'est juste qu'aujourd'hui, tu ne t'en caches plus. À quel moment tu as eu le déclic? Après mon mariage. Moi, je me suis marié en 2012. Et puis après, il y a ma femme qui était déjà très ancrée, qui m'a amené petit à petit. Au début, c'était dur. Hein. Petit à petit, elle voulait qu'on trouve un church, qu'on aille tous les dimanches. Moi, c'était lourd. C'était long. C'était long, ouais. C'était long. Donc, aujourd'hui, tu voilà. Et je pense, un an après mon mariage, j'ai commencé à aller au church. Et puis, de là-bas, tu sais, quand tu te rapproches de la parole de Dieu, tu ne peux pas te rapprocher de la parole de Dieu sans être touché, sans être capté par certaines vérités. Et donc, voilà, j'ai pas changé du tout le même jour, tu vois. Mais j'ai accepté Christ. J'ai été baptisé par immersion. Et puis, j'ai commencé à fréquenter régulièrement l'église. Après, j'ai commencé à servir dans mon église. Et puis, aujourd'hui, j'en suis là. Je pense que Dieu travaille encore avec moi. Et la bonne chose que j'ai appris, c'est que je n'ai pas été par mes pères, je n'ai pas été forcé d'arrêter de faire ce que j'aime faire. D'accord. Seulement, si je fais ce que j'aime faire et si j'ai la grâce d'être là où je suis, c'est parce qu'il y a une raison. Donc maintenant, mes pères m'ont appris à trouver le bon sens, c'est la bonne raison. Pourquoi tu es là? Pourquoi tu es une star du rap? Pourquoi tu es une icône du rap gabonais? Qu'est-ce que Dieu attend de toi à ce niveau? C'est là la chose. Ce n'est pas de nier ce que j'ai fait, ce n'est pas de nier mon passé, ce n'est pas de nier mes erreurs, parce que j'ai fait des erreurs comme tout le monde. J'ai fait des gaffes, d'accord, mais ça doit servir à quoi? Ça doit servir à qui? Là est la question. Donc, témoignage.
on en travaille, voilà. Ouais. On y travaille. Parce que justement, tu sais qu'il y a toujours un truc là, on se dit, bon, il est maintenant en Christ, Mais mais il il fait va toujours encore les faire les choses, choses du machin. monde, voilà. Tout un peu. Donc, du coup, on se dit, mais le grand là, finalement, et tu nous fais une DMX à chaque concert, que bon, on va d'abord, on va prendre un moment pour prier et tout. Et tout. Bah, bien sûr, même à Douala, je suis en mode, grand. Les gens sont là, le temps est menaçant, chante. Non, moi, non, les gars, moi j'ai donné ma vie à Christ, et je vous le dis clairement, j'ai donné ma vie à Christ. Il faut qu'on fasse la prière. Si je suis là ce matin, je suis là ce soir, si je suis debout, c'est grâce à Dieu. Donc prions d'abord. Maintenant, celui qui n'est pas content part. Donc c'est un peu ça. Et je me dis, bon, il nous parle de Dieu, il ne cache pas sa foi. Et il va encore nous chanter les choses. Oh, j'ai vu les femmes de la vie à des petits. On s'est dit, bon, écoute, grand, tu joues à quoi en fait? Non, en fait, c'est parce que j'ai eu la grâce. Je pense que Dieu a travaillé avec moi depuis un moment. Je t'ai dit, moi, je sortais d'un choc quand j'ai commencé la musique. Et j'ai fait la musique pour Penser à une blessure. Voilà, comme une thérapie. D'accord? Voilà, comme une thérapie. Et comme j'ai fait la musique comme une thérapie, les messages que moi j'ai écrits, pas les featuring sur lesquels on m'appelle, il y a une différence de concept quand on m'appelle sur un featuring, moi, ce que j'écris. Dans ce que moi j'ai écrit, socialement, je pense qu'il y a une part de Dieu dans ce que j'ai écrit. Ok? Quand j'écoute Espoir, c'est un message d'espoir, c'est un message d'amour. Et donc, j'ai beaucoup été dans la sensibilisation. J'ai beaucoup été dans la médiation culturelle. J'ai beaucoup été dans la recherche de l'excellence. Et aujourd'hui, mes chants, à part une, deux, trois paroles, mais je pense que j'ai toujours été dans la bonne direction. Voilà. Je pense que j'ai toujours été de la pensée positive avant de... Il n'y a pas d'obscénité, il n'y a pas de... Ouais, dans ce que j'écris pour moi, pour les autres, parce que j'écris d'abord pour moi, attention. Oui, bien sûr. Voilà, j'écris d'abord pour moi. Et puis, s'il y a des gens qui sont dans les mêmes bébés que moi, ça va toucher. Ils vont s'identifier. Voilà. Dans Il y a un con, parce que quand tu as fait le catalogue challenge, nous on était perdus, tu nous as dit qu'il y a un con, c'était un peu... Il y a un con, voilà. Je crois que ça veut dire allons-y, on tue. Tu disais justement que c'était un morceau, genre une sorte de morceau de soutien, je ne sais pas trop. Moi, j'étais perdu, je me suis dit, ah, le grand, sûr. Je ne te demande rien, j'impose. Si je pose des faits, il y a cause. Rien à voir avec tout ce que tu nous proposes. Je te cause, papy, je te cause. Peut-être abattu à tort, un jour ou l'autre battu à mort. Viens donc ramasser ces corps à la machette découpés comme des porcs. En fait, c'est un texte qui parle de fausses communes. Et ceux qui ont l'esprit éclairé vont comprendre. Si tu n'as pas encore compris. Ok, là, je vois maintenant la... Tu vois ce que je veux dire? Voilà, ça veut dire qu'on vit dans des pays où toi, tu peux disparaître. De là à là, tu disparais. On va te découper, on va te jeter quelque part. Et puis tes parents ne vont rien faire. Voilà. Au bout d'un an. Voilà. Il n'y a même pas un truc où on te déclare mort. Tu es disparu depuis tant de... Voilà. C'est vrai, on a eu des cas, mais bon, on ne va pas revenir dessus. Voilà. Donc, Yenko, c'est ça. Yenko, c'est... Si tu veux faire quelque chose, fais-le. Donc, l'aspect est local. Moi, je pensais que c'était un truc de soutien à une communauté étrangère, en fait. Mais où est donc Ornicar, finalement? Ni sport, ni art. Oui. Où est passé l'or? Et non pas. Le flouze du fuel. Le fuel, c'est le pétrole. Oui. Le flouze du fuel au placard. C'est pas dit dans la banque. Hein. J'ai dit au placard. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Sauf que moi, mes textes, comme c'est dansant, je t'explique. Ouais. Je t'explique que moi, je suis un danseur à la base. Oui. Et donc, je veux poser sur quelque chose de rythmé. Donc, même si mes textes sont conscients, souvent, les gens ne prennent pas le temps. Voilà, les gens ne prennent pas le temps. Tu nous fais du Janet Jackson avec Rhythm Nation. Ouais, parce que la go, elle est venue. C'était à l'époque, au début du New Jack Swing et tout. Elle chante Rhythm Nation. Mais c'est un truc social. Mais comme elle fait des chorégraphies, on s'est dit, bon. Voilà. Moi, tous mes messages, Go Easy, c'est la même chose. Go Easy, des gens ont retenu boîte de sardines dans l'oseille. Mais si on découpe Go Easy, on va se mordre les doigts. Donc moi, c'est comme ça. Et puis, je suis quelqu'un... Les gens aussi disent que je disais rien dans mes textes parce que les gens ne connaissent pas l'abstrait.
j'utilise beaucoup l'abstrait, comme un peintre. Ouais. Ça veut dire que moi, je veux faire une peinture et laisser au choix des gens venir dire non, ça c'est une pomme. Non, c'est pas une pomme, c'est un ballon de foot. Non, c'est pas chacun dire ce que moi j'aime écrire comme ça. J'aime écrire comme ça que chacun. Mais après, il faut avoir une grosse culture générale pour lire entre les lignes. Quand tu écoutes les textes de Waponga, il faut avoir une culture générale. Il faut comprendre beaucoup l'actualité et faire des comparaisons, faire des liens avec ce que je dis, avec l'actualité. Et souvent, j'ai compris que la vie est faite de cycles. Bien sûr. Et comme la vie est faite de cycles, ce qu'on a vécu reviendra. Bien sûr. C'est une boucle. Ouais. C'est une boucle. Et donc, souvent, quand je dis que je prophétise pas, en fait. Ça s'appelle une parole de vérité. Une parole de vérité, c'est que tu commences à sentir que si je vois ça, c'est qu'il y a un orage. Après l'orage, il y a ça. Après ça, il y a ça. Donc, c'est comme ça. Tu vois, quand tu commences à lire les signes de la vie, tu peux coule. avoir... Voilà, ça coule. Et donc, moi, mes textes sont souvent comme ça. Ils sont préventifs, mais après, il faut les comprendre. Alors, on va un peu sauter dans le temps. On va revenir en 2025. Tu as sorti Banger avec ADB. Avant ça, tu as rappé pendant 24 heures. Ah non, j'ai pas rappé, c'est pour mon anniversaire et depuis 2 ans, je fais écouter. J'ai vu que j'avais un long catalogue de titres et je pouvais tenir dans un avion. Ah ouais, et donc, tu as voulu tester. Oui, voilà. J'ai voulu jouer même musique de 22h à 9h du matin sans doubler un son. D'accord. Tu as un peu pris le concept de Fléau. C'est lui qui m'a inspiré, justement. Voilà. C'est lui qui m'a inspiré, c'est mon DJ qui m'a inspiré. Et on va revenir sur ton projet MET. Musique, éducation, tout. Il y a eu 3-4 épisodes. Non, j'en ai vu 2 ou 3 là sur YouTube. Ah, ok. À part si ça a été découpé, mais j'en ai vu 2 ou 3. Ça a été découpé, je pense. Donc je pensais que c'était des trucs différents. Voilà, mais pourquoi tu as arrêté? J'avais pas de soutien. Enfin, j'ai pas de soutien. Ça veut dire que au départ, ça intéressait beaucoup de gens. Beaucoup de gens voulaient m'accompagner. Et puis après, personne ne m'a accompagné, sauf Madame le ministre d'État, à l'époque, puisqu'elle n'est plus là. Enfin, je ne sais pas si elle va revenir, mais à l'heure où on fait cette émission, elle n'est pas en place. C'est la seule qui a mis la main à la pâte. Mais après, je ne suis pas du genre à chaque année revenir voir. Non, c'est pas un projet. Quand tu fais un projet, c'est pas pour qu'une seule personne te porte. C'est un projet communautaire et moi, je m'attendais à ce que la communauté m'aiderait à porter le projet. Si la communauté ne m'aide pas, c'est pas la peine. Je fais pas aussi ça. Je peux pas le projet aussi pour m'appauvrir moi, parce que je mets personnellement de l'argent dedans. Et après, je vais pas mettre en péril la vie de mes enfants parce que je veux sauver d'autres enfants. Superman et tout ça là. Voilà. Donc, et puis aussi, il y a le fait que c'est un projet qui est fait en milieu scolaire. Donc, qui est très encadré par l'administratif. Et comme c'est très encadré par l'administratif, on ne peut pas faire tout n'importe comment, à quel moment. Il faut beaucoup d'autorisation. Il faut beaucoup de... Donc, c'est quelque chose de sensible. Et bon, je pense que si on a vu un peu comme ce que ça a donné, si ça change de cap, ça veut dire que moi, je vais retourner proposer le projet à l'Éducation nationale. Effectivement, je pense à ça. Maintenant, mais je préfère que ce soit leur projet à eux, que ce soit mon projet. Ça veut dire que je préfère passer le flambeau, le relais. Et les gars, prenez, voilà. Voilà, si c'est un projet qu'ils peuvent emmener, voilà. Le plus important, c'est que d'autres personnes en bénéficient. C'est ça, le plus important, c'est la jeunesse. C'est d'avoir des gens qui veillent sur la jeunesse et qui n'arrêtent pas de sensibiliser, qui n'arrêtent pas de causer avec eux et de les impliquer. D'accord. Tu étais aussi au Japon, à l'exposition d'Osaka. Oui. C'était comment? Déjà, tu es allé là-bas en tant que quoi? Parce que c'est embrouillé, direction artistique, machin et tout. Pas dit que tu as géré la direction artistique, c'est ça? Oui. C'était comment? Maintenant, c'est quoi la direction artistique? Oui, c'est quoi la direction artistique de cette exposition surtout? Moi, je veux savoir de cette exposition, non, pas en général. Je ne suis pas allé pour l'exposition, moi. D'accord. Je suis allé pour la troupe qui allait jouer. D'accord. Alors, c'est quoi un directeur artistique? Un directeur artistique, c'est le gars à qui on demande de penser
de trouver un concept ou de s'attacher à la thématique en produisant un concept et qui va, donc, après avoir créé le concept, le donner à une équipe et va surveiller du début à la fin du projet que le concept est respecté. D'accord, sur tous les plans. Donc, moi, lorsqu'on est parti au Japon, d'abord, lorsqu'on a commencé à faire des réunions, je me suis présenté en tant que directeur artistique. C'était pas très... C'est pas encore très connu. Voilà. Donc, on m'a donné une thématique, c'était la forêt, moteur universel qui sauve les vies. D'accord. Et moi, j'ai créé la photosynthèse. Parce que la photosynthèse, c'est justement l'échange qu'il y a entre la plante, le soleil, l'eau, tout ça. Voilà. Donc, la photosynthèse qui fait l'échange du carbone et de l'oxygène et tout ça. Donc, maintenant, il fallait mettre ça, il faut écrire ça en spectacle. D'accord. Donc, moi, j'ai écrit la photosynthèse en spectacle. Et quand j'ai écrit la photosynthèse en spectacle, j'ai remis à Kesha, Essiane, qui est la chorégraphe. Et donc, elle qui a mis les idées que j'avais. Elle les a matérialisées. Avec Obassa, du Haut-Togo, avec le Tandima, avec le siècle de l'Équateur, avec un conteur Nvet, un joueur de Mungongo qui est Noé Kimi. Noé Kimi. Et voilà. Donc, on a eu aussi 2 danseurs urbains qui nous ont accompagnés. Et Kesha a mis ça en musique. D'accord. Et donc, moi, je suis aussi tout ce que Kesha fait et je regarde. Je veux que tout soit comme dans mon imaginaire. Je discute avec Kesha. Kesha me fait des comptes rendus et on est allé là-bas. Et donc, voilà. J'ai travaillé aussi. Quand tu fais ta DA, tu vas être aussi comme un coordinateur. Bien sûr. Voilà. Donc, j'ai coordonné aussi plusieurs choses sur place. Voilà. Notamment, j'ai tenu à ce qu'on respecte les positionnements, qu'on respecte la symétrie, qu'on respecte, voilà. Parce que dans la danse traditionnelle n'est pas une danse de compétition. Mais j'ai dû faire comprendre aux gens qu'on partait sur une compétition. Donc, même si on n'a pas les réflexes de compétition, donc respecter la symétrie, respecter la concordance. La discipline, en général. J'étais obligé d'être derrière pour tout le temps rappeler ça aux gens. Après, en tant que directeur artistique, tu dois avoir le message qu'il faut. Voilà. Dans les clubs de foot, c'est un peu le directeur sportif. Il y a le coach, mais le directeur sportif. C'est le directeur sportif qui fait les transferts, qui fait les trucs, qui gère un peu l'aspect en haut. Tu devais être un leader et un manager en même temps. En même temps, voilà. En parlant justement de la chorégraphie, il y a eu une petite polémique là au retour au pays. Elle n'a pas été reçue au palais, des trucs comme ça, alors qu'elle était en griffe la tête pensante. Quel est ton avis? Parce que là, tu viens de dire que c'est toi qui, en quelque sorte, transmis ou du moins partagé ta vision. Donc, en gros, l'exposition, tout ce qui était de la troupe, c'est de toi. Et elle a juste matérialisé. Sauf que derrière, nous, on pense, ou du moins on nous a fait croire. Je veux pas avancer n'importe quoi. On nous a fait croire que c'était elle la tête pensante. Toi, qu'est-ce que tu as à dire à ça? Pourquoi elle n'était pas présente au palais? I don't know. Ça, je peux pas te dire. Moi, on m'a appelé, Moi, je suis comme je suis, tu sais. Je suis pas quelqu'un de... Je suis pas quelqu'un de regardant sur les détails. D'accord. Moi, j'ai mon sillon et je cours sur ma... Tu sais, quand tu fais une course de sprint, tu as ton couloir. Moi, je cours sur mon couloir. Moi, on m'a réveillé. Déjà, je dormais. J'avais arrêté mes téléphones. Je crois que je sortais d'une hospitalisation. Donc, j'étais en récupération. J'avais arrêté mes téléphones. Donc, ils ont dû passer par mon épouse, ma femme. Donc, c'est Anna qui me réveille à 10h30 pour me dire qu'il paraît que tu as une réunion à 11h. Donc, vas-y, lave-toi, prends ta douche et tout. Et fonce. Et au téléphone, j'ai eu Émeraude. D'accord. Émeraude qui m'a dit qu'on avait une réunion du côté de la primature. Je suis allé là-bas et tout le monde était parti, en fait. Donc, quand moi, je me lève, je ne sais pas qui on a appelé. Je ne sais pas qui d'autre on a appelé. Moi, je pars juste. Voilà, je pars juste. Et puis, à la fin, comme avec Raboun, tu te rappelles de ce que je t'ai dit avec Raboun? Oui, on t'a... En fait, je me retrouve... Tu as été pointé du doigt. Non, c'est pas ça. C'est que je me retrouve dans une salle et puis je vois que les autres ne sont pas là. Et puis tu fais, aïe, merde.
Here we go. Les gens vont penser que, les gens vont penser que c'est encore moi, voilà, tu vois ce que je veux dire. Et puis après, c'est retombé sur, encore une fois, ça m'est retombé dessus, mais bon, c'est pas, tu sais, quand tu as, c'est la différence. Quand tu as Jésus dans ta vie maintenant, c'est pas un souci. Parce que tu comprends les gens, tu comprends les réactions des gens, tu comprends la frustration des gens, tu comprends la... Après, tu peux pas dire à tout le monde que, oh les gars, moi je dormais même. On m'a appelé, j'avais rien. Je sais pas. Ça veut dire que, je vais te prendre un autre exemple. Pendant longtemps au pays, il y avait aussi une polémique qui faisait que sur beaucoup de spectacles, on dit pourquoi les mêmes? Pourquoi les mêmes? Pourquoi les mêmes? Pourquoi on prend les mêmes? La famille, moi je dors, moi je suis chez moi, on m'appelle. Pourquoi on m'appelle? Je sais pas. Tu comprends ce que je veux dire? Je suis pas du genre à quémander les spectacles. Prince Moussombo, mon manager, n'est pas du genre à quémander les spectacles. Si je suis sur un spectacle, c'est peut-être qu'ils ont besoin de quelque chose que j'ai. D'accord? Donc, en plus, c'est une époque où tu étais d'actualité, tes trucs tournent bien, mais on se plaint. On dit non, pourquoi c'est toujours les mêmes? Pourquoi c'est toujours les mêmes? Je vais te prendre un autre exemple. La dernière fois que j'ai fait Dengue, d'accord, j'ai appelé, je crois que c'est, comment il s'appelle? Le grand Banja. D'accord, Steve Anderson. Steve Anderson, qui m'a dit, viens parler de ton projet. Tu as sorti un projet qui est intéressant, viens parler de ton projet. Et donc, on m'a mis en affiche sur le grand Banja. Et tout de suite, sur les réseaux, c'est toujours les mêmes gens que vous appelez. Et j'ai discuté de ça avec Anderson. J'ai dit, tu sais, moi, chaque 1 an, j'ai un projet. Chaque 1 an, j'ai un projet. Est-ce que je vais arrêter d'écrire des projets pour que les gens arrêtent de dire que c'est toujours les mêmes qu'on invite à la télé? Tu vois ce que je veux dire? Je vois. Voilà, moi, je travaille. Moi, tu es au charbon. Je suis au charbon. Je cours, je fais mon sprint. À la fin de ma vie, j'espère dire à Dieu, j'ai fait la course que je devrais faire. Tu vois, c'est pareil pour ma nomination. On m'a appelé pour être directeur des arts du spectacle. J'ai été nommé pour être directeur des arts du spectacle. Les gens ne se rendent pas compte que ça a beaucoup freiné les choses. J'ai perdu beaucoup de choses en étant directeur. J'ai perdu beaucoup de choses en direct. En fait, les gens pensent que souvent le rôle de directeur, c'est waouh, c'est le boss, c'est le grand patron et tout ça. Oui, mais quand tu es entrepreneur, tu es plus libre. Tu fais plus de choses, tu as plus de marchés, tu es plus à gauche, à droite. Là, je suis bloqué. Tu vois, je voyage plus comme avant. Il y a des contraintes et tout. Voilà, je voyage plus comme avant. Tu as des obligations, Tu n'as plus les marchés que tu avais avant. Tu fais plus tes trucs, tu fais plus tes bails. Tu es obligé d'être là. Tu es coincé parce que tu as des responsabilités. Tu vois, c'est des choses... Qui ne concordent pas forcément avec ton activité principale, du moins. Si, non. Si, sauf que maintenant que je suis directeur, je me consacre aux autres. D'accord, je me consacre aux autres. Il n'y a plus de moi d'abord. Il n'y a plus de moi d'abord, d'accord. Donc, moi, quand je suis au Cameroun, quand on se croise au Cameroun, après le Cameroun, je dois aller au Niger. La saison qui suit, je suis avec mon orchestre, avec le Loi de Spirit. On est sur un festival au Niger. Quand tu es nommé, tu dis, bon, les gars, je ne peux plus venir. Je ne peux plus. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc, depuis que je suis nommé, je ne vais plus au festival, je ne pars plus trop à l'étranger. Pourtant, moi, chaque année, je bougeais. Tu vois. Maintenant, je suis là. Donc, je gagne moins de thunes, contrairement à ce que les gens peuvent penser. Tu gagnes moins de thunes. Tu es au service du pays, quoi. Donc, et moi, je dis souvent, après directeur, je serai toujours Baponga. Toujours. Tu vois ce que je veux dire? Toujours. Directeur, c'est un temps. C'est quoi? C'est un rôle. C'est un rôle. C'est une posture que tu as pendant un moment. Une sorte de petit mandat. Mais Baponga, c'est moi, mon frère. C'est indélébile. Baponga, c'est l'icône. Voilà. Donc, ça veut dire que l'entrepreneur culturel actuellement, c'est en pause, en fait. C'est pas ça, c'est qu'il est ralenti. D'accord. Il est ralenti, c'est que même quand tu fais un projet, tu as du mal à le mettre en avant. Parce que pour mettre un projet en avant, il faut de la disponibilité, il faut suivre ton équipe. Souvent, l'équipe, il faut la former, mais tu ne peux pas. C'est compliqué. Tu ne peux pas, parce que je suis le premier directeur nommé de ma direction. Le gars qui était là avant moi était par intérim, il ne s'en occupait pas forcément. Et la direction générale que nous avons, qui est la direction générale des arts et des industries culturelles, en effet, est mise en place que depuis 2022. Donc, en fait, quand moi j'arrive dans ma direction, tout est à faire. Je ne dis pas tout est à refaire. Tout est à faire. Tout est à faire. Il n'y a rien qui a été fait. Ça veut dire qu'avant moi,
C'est même pas le chantier, quoi. C'est le terrain plat. Voilà. Donc là, pour l'instant, je m'évertue à bâtir quelque chose pour que celui qui arrive après moi trouve voilà, qu'il ne trouve pas un truc en ruine, qui trouve non, même pas, un qui chantier. trouve du boulot, au moins. Qui trouve du boulot. Parce que là, je crée le boulot. Je crée ce qu'il faut faire. C'est vrai qu'on a à part la paperasse, signer, cocher, accompagner des dossiers qui passent par mon bureau, mais il y a plusieurs choses à faire. D'accord. Directeur des arts du spectacle, c'est pas quelqu'un qui organise le spectacle. C'est quelqu'un qui veille à ce que tout soit légal et carré pour le spectacle. Ça veut dire que dans le véritable exercice de mes fonctions, je dois être capable d'arrêter un spectacle si, par exemple, les artistes n'ont pas de contrat. Si je me rends compte que tu organises un spectacle et qu'il n'y a pas de contrat, je dois dire non, il n'y a pas de spectacle. Ouais, ça me dire. Si j'arrive dans un spectacle et que je vois que le spectacle n'est pas assuré, je peux dire non, il n'y a pas de spectacle. Si j'arrive dans un spectacle et je vois que, par exemple, le Bugada n'est pas mentionné, dans le sens où nous, quand on joue à l'étranger, avant de commencer mes propres textes, on m'amène une liste et je dois marquer mes sons que je vais jouer. Je dois marquer qui a fait les musiques, qui a écrit les textes. Je dois écrire ça. Et ça, c'est récupéré justement par tout ça. Donc, c'est des choses qu'on doit construire ici. C'est des choses qu'on doit mettre en place ici. Et donc, c'est cette construction-là qui prend beaucoup de temps. Et c'est à ce à quoi je m'attelle en ce moment. Donc, voilà pourquoi tout ce qui est Baponga prend beaucoup de... C'est un peu mis de côté, quoi. Là, c'est Franck Stéphane. Voilà, c'est M. Franck Stéphane Dibo qui essaye de mettre des choses en place. C'est une bonne chose, c'est cette double casquette-là. Et bon, on va terminer avec ça, Franck. Tu as sorti un morceau, on parlait de ça. Ça annonce quoi? Est-ce qu'il y a un nouveau projet? Je ne comprends pas la question. En fait, est-ce que tu as une actualité? Est-ce que tu as un album que tu nous prépares? Parce que pour moi, Banger, c'est un peu comme on va dire, c'est comme un lead single, en fait. Un truc promotionnel, en fait. Banger, ça annonce l'album Canopé. Canopé. Pourquoi Canopé? Parce que moi, quand j'entends Canopé, je pense à l'entreprise. Non. Canopé, c'est le sommet des arbres. La canopée, c'est la vie qui se passe au-dessus des arbres. Tu sais qu'il y a une vie au-dessus des arbres. Il y a une vie des oiseaux, certains singes, certains rongeurs, ils vivent au-dessus des arbres. Et en fait, Canopé, c'est la vie donc proche du ciel. Tu vois? Le crossover entre celui qui vit dans la forêt et qui monte maintenant et qui a vue sur le ciel. Donc qui regarde le père. C'est la vue sur... comme une perspective, en fait. Donc, on doit s'attendre à quoi? Quelque chose de... Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de spiritualisme. C'est beaucoup de maturité. On essaye de gagner en maturité toujours. On essaye de gagner en sagesse. C'est le regard d'un père aujourd'hui. C'est plus le regard d'un père. Moi, j'écris comme je vis ce que j'écris. Et souvent, donc ça peut ennuyer des gens. Les gens qui sont férus de musique au Gabon et qui sont très agressifs, quand je dis agressif, c'est dans le bon sens du terme. Agressif, ça veut dire qu'ils sont au spectacle, et ils consomment vraiment la musique gabonaise. C'est des ados. D'accord. Et aujourd'hui, ce que je vais faire, ça ne sera pas pour les ados. Ce sera pour un public mûr, mature. Et tout le reste. Ça va être des messages de père à fils. Et souvent, tu sais que c'est saoulant quand un père parle. Donc, je ne m'attends pas à avoir un succès comme avant, parce que j'ai déjà eu mon prime. C'est pour ça que je suis bien dans mes bottes. C'est parce que je suis conscient que j'ai fait mon temps. J'ai fait mon temps. Et aujourd'hui, je suis en chill, en fait. Donc, avec Fléau, avec mon staff, quand on est en studio, on est plus en chill, on est des contrats, on prend le temps de faire les choses. Et puis, on va faire la musique qu'on aime, ce qu'on veut faire. Et on va donner aux gens ce qu'on aime. Qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas, c'est pas ça le plus important. D'accord. Donc, on veut faire quelque chose de bien. On veut faire quelque chose qui nous ressemble avec des valeurs. Et on est sûr de trouver une niche, des gens qui nous ressemblent et qui vont accepter ce qu'on apprécier. Voilà, parce que c'est ça le plus important. Le plus important pour un artiste, c'est d'avoir sa niche. Ça veut dire d'avoir son public à lui. Et aujourd'hui, quand je vais en spectacle avec le Douado Spirit, c'est toujours plein.
Pourtant, on annonce des salons à 150 000, C'est 200 000. Mais tu as le public Mais capable. Non, c'est pas les genoux qui vont combattre. Non, Voilà. Donc, c'est toujours plein. Et je bats les records. Par exemple, il y a le Grand Lounge qui a ouvert. Et j'ai éclaté tous les records. Ah ouais, quand même. Voilà, donc... il y a même Torche, je suis allé rapper sur Torche et je pense que là-bas, j'ai aussi un record. T'as pété les vues. Voilà, donc partout où je passe encore, j'ai ma niche, j'ai mon public et ça va. Dieu gère mon cas. Donc aujourd'hui, tu es en mode, aujourd'hui, tu peux vraiment dire, hé papa, tu aurais dû me voir aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, je peux lui dire... là, en fait, c'est différent de ce que tu as dit il y a presque 20 ans. C'est là, vraiment, tu es accompli. Non, pas encore. Oh, tu es humble, grand. Non, pas encore. Parce que je n'arrête pas de dire que, tu vois, je te dis que on vit encore dans un pays où les artistes montent sur scène sans contrat, mon frère. C'est aberrant. C'est chaud. C'est aberrant. Ça ne devrait pas arriver. Quelqu'un ne peut pas monter sur scène sans contrat. C'est pas possible. On vit encore dans un pays où un artiste ne sait pas ce que c'est qu'une fiche technique. Ça veut dire qu'il ne va pas t'envoyer une fiche technique, mais il va arriver au concert et il va bouder. S'ils sont à 5 et tu tends un micro, ils vont dire non, on est à 5. Oui, mais c'est pas comme ça que c'est pas comme ça que ça se gère. Tu vois. Donc il y a tellement de manque que je ne peux pas dire que j'ai fini. C'est pas possible. Tu seras content que lorsque la scène sera en quelque sorte professionnelle. Oui. Là, c'est ton combat, quoi. Oui, là, j'arrête même la musique. Ouais, clairement. Non, là, j'arrête. J'ai dit ça. Aujourd'hui, j'ai eu une discussion avec Prince. Il me demande, on va bientôt se déplacer. Tu vas faire combien de minutes sur scène? Je dis, mais c'est pas à moi de dire combien de minutes sur scène. Eux, ils doivent te dire, le spectacle commence à telle heure. Moi, je passe à telle position. J'ai tant de minutes. Voilà, c'est eux qui doivent te dire ça. C'est pas à moi de décider. Oh oui, mais c'est toi le... J'ai dit non. Même si je suis comme je suis, même si je suis ce que je suis, c'est eux qui doivent. Ça veut dire que le gars, je pense au gars qui fait la direction artistique là-bas. Voilà, tu ne vas pas... Tu comprends ce que je veux dire? Là-bas, je pense qu'il y a une DA. Il y a un gars qui fait la direction artistique. S'il ne sait pas ça, il doit comprendre que c'est lui qui dirige son spectacle. Moi, je vais là-bas pour m'accommoder à ce qu'ils ont prévu là-bas. Ce n'est pas le concert de Baponga. C'est un spectacle avec plusieurs artistes. On est au moins 4. Donc, si on est 4, j'ai sûrement un positionnement. Et en fonction de ce qu'il veut que je donne, il va me donner un temps. Donc, il te donne mon temps. Et en fonction du temps qu'il va te donner, je fais ma playlist. Mais qu'on arrête de prévoir des choses, d'arriver sur place, les modifier, parce qu'ils n'ont pas compris ce qui se passe. Non, c'est long. Donc, moi, aujourd'hui, mon battement de cœur, il est là. Ça veut dire que je ne m'énerve plus parce que ma prestation est mauvaise ou pas. Moi, je m'énerve parce que c'est mal organisé. Ça, c'est là, aujourd'hui, moi, avec ça, c'est chaud, quoi. Ça me rappelle. C'est vrai qu'on a dit qu'on est sur la fin. Mais je crois que le show, c'était à Mouila, où à un moment donné, tu as rappé et après, tu as jeté le mic. Je ne sais pas, ça faisait partie de la gestion scénique. Ça, c'est la scénographie. Parce que je me souviens que je me suis dit, bon, mais le texte, en fait, tout est cohérent. Mais les gens se sont dit, oh, le grand a craqué. Non, je n'ai pas craqué. Chacune de mes scènes a un thème, quel que soit le nombre de scènes. À chaque fois que je vais monter sur scène, j'ai un thème. J'ai un thème, j'ai un procédé, j'ai un petit conducteur, j'ai une façon de rentrer, j'ai une façon de commencer, j'ai une façon de terminer. Donc, chaque fois que je vais monter, c'est comme là, on parle aujourd'hui, j'ai un show samedi, j'ai ma petite histoire déjà, pourtant je ne joue que 10 minutes, mais en 10 minutes, j'ai réglé mon show sur 8 minutes, et en 8 minutes, je sais ce que je vais faire du début à la fin. Il y a les 2 minutes de la prière. Non, les 2 minutes, c'est blackout. Ah, d'accord. Noir total. D'accord. Voilà. Alors, Franck, merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation. Voilà. C'est moi. Et moi, j'ai beaucoup pris, j'ai beaucoup appris. Je vais te piquer avec certains trucs là. Donc, demain, imagine, je suis nommé là. Donc, merci beaucoup d'être venu. C'était Franck Baponga, la légende. Inaniai, Ndebaponga, voilà. Et comme je vous ai dit, j'aurais dû mettre les traces là. Comme lors de sa prestation au Cora là. J'ai encore ça en tête. En tout cas, passez une très belle soirée et à bientôt sur les studios Perspectives.